présenter notre conférencier Bruno Latour, même si je ne sais pas si c'est encore utile de le présenter. Mais bon, quand même, on va l'introduire par politesse. Non, et par intérêt. Donc Bruno Latour est philosophe, anthropologue et sociologue des sciences. Il travaille depuis plus de 30 ans à ce qu'il nomme une anthropologie des modernes. Il a publié de nombreux ouvrages, dont, pour n'en citer vraiment que quelques-uns, La vie de laboratoire en 1979 ou 79. Nous n'avons jamais été modernes en 1991, ou encore plus récemment, Enquête sur le mode d'existence, ou dernièrement, paru en 2015, Face à Gaïa, oui, conférence sur le nouveau régime climatique. Pour refaire rapidement les dernières années de son parcours académique, donc, Bruno Latour est arrivé à Sciences Po en 2006. Donc, il rejoint Sciences Po en tant que professeur des universités, avant d'y devenir directeur adjoint et directeur scientifique à la rentrée 2007. C'est aussi à Sciences Po qu'il a créé le Media Lab et SPIP, dont on a déjà parlé avec Valérie Piet. Et c'est donc personnellement en intégrant le programme SPIP il y a 2 ans que j'ai rencontré Bruno Latour. Et que ce programme, c'était non seulement l'occasion de travailler sur la pensée de Bruno, mais aussi avec, donc à travers les commandes. Donc c'est pour ça aussi qu'on a souhaité inviter Bruno aujourd'hui, dans cette lignée de l'expérimentation. On a souhaité que Bruno nous accompagne dans, comme l'indique le titre de notre colloque, l'interrogation de ce qui nous arrive, l'interrogation de ce qui se construit. Et quand on a invité Bruno, et donc la réponse qu'il a donnée à cette invitation, on la lit déjà dans son titre, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement interroger ce qui se construit, c'est ce que nous avons construit, donc nous en tant qu'êtres embarqués dans le projet de la modernité. Et donc pour nous parler de tout ça, Bruno a proposé de le faire à partir d'une exposition qu'il est en train de réaliser, qui s'appelle Reset Modernity. Il la réalise avec Martin Guinard-Terrin, Christophe Leclerc et Donato Ricci. Donc voilà, donc c'est une exposition qui aura lieu au ZKM qui ouvrira le 15 avril prochain, c'est bien ça. Et donc je vous laisse expliquer Reset Modernity. Merci beaucoup Céline, merci particulièrement ravi de succéder à Valérie Piet, avec qui nous avons créé SPIP, et SPIP a eu la chance d'avoir beaucoup d'architectes, dont certains sont dans cette salle et dont certaines sont les organisatrices de cet événement. J'ai été assez fasciné par la question « Questioning what we build, sharing what we face ». Et donc j'ai cherché une façon de vous parler qui soit une espèce d'intermédiaire entre la discussion de tout à l'heure et la présentation magnifique de Didier Debèze. Donc trouver une forme, et je sais que quand on parle des architectes, il faut toujours montrer des images et des plans, donc j'ai essayé de trouver des images et des plans. Je me suis dit, quel est le projet sur lequel je peux partager une expérience avec tous les problèmes que vous connaissez de ce que c'est que faire un projet. Et donc, je me suis dit, le milieu, c'est un projet en cours, c'est cette exposition, ce que nous appelons avec Peter Weibel une exposition de pensée, en parallèle avec les expériences de pensée sur la modernité et sur un thème que nous avons beaucoup entendu aujourd'hui et hier avec Ram, qui est non pas reprise, mais reset, qui est un peu le même thème, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait précisément lorsque on voit ce que nous avons fait et qu'on se retourne et qu'on nous avons à nous trouver en face d'un personnage dont je pense qu'au fond, on est tous en train d'essayer de capter la figure par des procédures évidemment différentes, qu'on appelle Gaïa, le terme, je n'ai pas le temps d'en parler, mais disons, c'est le mot terre, mais renouvelé ou repris, justement, reset. Gaïa, c'est la terre, mais reset. Je vais expliquer comment. Je signale que l'illustration que nous avons choisie pour la couverture est importante parce que c'est un tableau de Gaspar Friedrich, le grand enclos, qui est très connu en Allemagne, que j'avoue que je ne connaissais pas avant que Joseph Körner, le spécialiste de Friedrich, me le montre. Et évidemment, en une seconde, j'ai saisi ce qui le fascinait dans cette incroyable image, c'est que le globe se trouve à l'intérieur, si vous le regardez, du méandre de l'Èbre, si bien qu'on a en fait inventé dans les années début du 19e siècle quelque chose d'assez étonnant dans la position impossible d'un
visiteur qui simultanément voit le globe à l'intérieur du globe en quelque sorte. Le global est inséré à l'intérieur d'un paysage. Ce qui, je crois, capte, en tout cas pour moi, la situation du retour. Quelqu'un parlait tout à l'heure d'atterrissage, l'atterrissage, disons, des modernes, qui sont brusquement frappés par une transformation assez profonde du rapport entre trois termes. C'est un schéma qui n'a pas d'autre prétention qu'un schéma, mais après tout, les schémas qu'on a dans la tête sont encore plus simplistes que cela, qui est un mouvement, disons, entre un pôle, un attracteur qu'on pourrait appeler le pays, disons, les phénologues diraient l'archisol, quelque chose sur lequel on a toujours été positionné, mais vers lequel, par le grand mouvement de modernisation, on nous a demandé de nous déplacer, donc de migrer. Les modernes sont des peuples qui ont demandé de migrer vers quelque chose qu'on appelle le globe, avec tous les déchirements et difficultés de se globaliser ou mondialiser, de se déplacer dans ce long de cet espace, avec des hésitations multiples. Et quand on hésite, on est considéré comme étant réattiré par le pays, ou qui devient maintenant une forme un peu mythique, qu'on appelle le terroir, et qui serait, disons, archaïque, ou disons, qui serait régressif. Or, en plus de cette ligne que vous voyez là, la ligne qui va de je suppose que ça fait oui, cette ligne-là, il existe un troisième attracteur dont tout le monde, au fond, je crois que toute la discussion précédente organisée, animée par Valérie, finalement c'est vers ça qu'on se dirige, c'est-à-dire quelque chose qui est une reprise du globe, qui a certains traits de l'ancien globe, je parle maintenant de l'ancien globe, de la modernisation, disons, et qui est la Terre ou Gaïa, ou peu importe le mot que vous vouliez, le nom que vous voulez lui donner, mais ce qui importe, c'est qu'elle a des caractéristiques qui sont très différentes et du pays et du globe. Et ce qui m'intéresse dans cette reprise de la notion de globe, c'est ce troisième terme de terre, qui suppose évidemment, pour l'approcher, une philosophie distincte, je crois que c'est à ça que faisait allusion Didier, et une multitude de procédures qui nous étonne sur comment ça se fait que brusquement un bassin versant avec des zones inondables pourtant sur lequel on a construit, brusquement on se réapproprie, on se redit, mais au fond il aurait fallu peut-être discuter où est-ce qu'on met les maisons, comment on se développe, etc. Et donc on réorganise, on reprend au sens propre toute une série de choses dont on avait pensé au fond qu'elles n'avaient plus aucune importance, puisqu'on était tous dans cette espèce de détachement vers un horizon qui était l'horizon du globe. Donc, on a l'avantage, c'est qu'on a un terme, maintenant il n'est pas sûr que ce soit un terme que les géologues continuent d'utiliser, mais enfin, on a un terme qui est très intéressant venant de la géographie, de la géologie, des sciences du climat, de la géochimie, etc., qui est le terme d'anthropocène, qui, au fond, dit la Terre sur laquelle vous reposez, elle a certains traits du globe, mais elle ne lui ressemble aucunement. C'est une terre dans laquelle l'agent géologique le plus important, c'est des humains dont on ne sait pas trop comment ils sont constitués, et surtout elle est épaisse, elle n'est pas en 2D, elle est en 3D, cette terre. Et elle a, comme vous le voyez dans cette image, j'aime beaucoup ce poster parce qu'il ressemble à un poster de géographie tout à fait classique, comme on en avait quand on était gamin, mais si vous le regardiez de plus près, ce qui n'est pas possible ici, vous verriez que chaque petit schéma, chaque petit exemple, en fait, est une controverse, une situation catastrophique, un moment de terreur ou de destruction du lieu sur lequel nous nous reposons. Et donc, l'Anthropocène, en un certain sens, c'est la même Terre qu'autrefois, le même globe, mais transformé d'abord littéralement par l'activité humaine, mais conceptuellement aussi, comme un espace. C'est d'ailleurs intéressant de voir qu'aussitôt, on est en 3D, et vous voyez à la fois les fossiles très anciens et des fossiles beaucoup plus récents. Donc tout de suite, il y a un imaginaire du 3D qu'on retrouve dans beaucoup d'arts contemporains, un art des sous-sols, une passion pour le sous-sol. Même Jean-Louis Messica à Paris fait un appel d'offres pour le sous-sol, c'est assez amusant. Il y a un retour du sous-sol qui est
une métaphore particulièrement directe du retour de la Terre, d'une terre épaisse, une terre sédimentée, médiée, plissée, qui a des caractéristiques tout à fait nouvelles par rapport au globe, qui était, disons, pour simplifier, disons, un retour 3D de quelque chose qu'on voyait en 2D. L'architecte qui a présenté tout à l'heure l'image où on voyait Beaufils et le maire de Montpellier sur un plan masse, typiquement une idée de globe, ça, c'est un truc 2D. Tandis que l'autre, Kroll, c'est forcément 3D compliqué, avec plein de petites choses. Avec un côté archaïsant, et c'est précisément ça qui m'intéresse, c'est qu'on ne sait jamais si on est sur le retour au pôle attracteur pays, l'archisol, ou bien si on est dans quelque chose de nouveau. Donc je crois qu'il y a quelque chose, ce n'est pas une mauvaise figure de considérer que ce troisième attracteur, l'Anthropocène, il est très profondément différent de l'imaginaire du globe. Pour une raison simple, c'est que le globe, on le voit de l'extérieur d'une façon quasi divine. Il y a un côté théologique que j'ai beaucoup travaillé dans Face à Gaïa. Le globe, c'est ce qu'on voit de loin. C'est cette fameuse planète bleue dont on nous rebat les oreilles depuis 40 ans en nous disant qu'elle nous a unifiés, alors qu'elle est un être politique extrêmement dangereux, et qu'au fond, les seuls qui pensent au globe, ce sont les géo-ingénieurs. Alors que la Terre de l'Anthropocène est une Terre qu'on ne voit pas de dehors. Pas plus que on peut la saisir. C'est une couche. C'est une couche de couche. C'est quelque chose de tout à fait différent de l'habitat habituel. Ça a des rapports avec l'ancien habitat de ce qu'on essaie de retrouver quand on reprend la notion de pays, mais en même temps, c'est un pays qui a été complètement transformé par 3 siècles de révolution industrielle, de révolution scientifique, de globalisation, et donc il est évidemment impossible de retourner. Et le drame actuel, je crois que le drame politique qui est assez intéressant à considérer, c'est que tout le monde, au fond, se trouve dans la situation de connaissance que le globe n'est plus là, que la Terre vers laquelle on allait n'existe plus, le deuxième pôle, mais qu'évidemment le retour en arrière ne serait que le retour à des communautés imaginaires particulièrement régressives, comme on le voit dans la politique actuelle, ou dans les discours de M. Trump aux États-Unis, et que donc, si on n'arrive pas à faire émerger ce troisième attracteur, c'est-à-dire la Terre plissée sur laquelle il va falloir apprendre à résider, qui n'est pas du tout le retour au pays, on risque de se trouver dans une situation de guerre assez généralisée. Ce qui m'intéresse dans cette affaire d'imaginaire, c'est qu'évidemment, les artistes, comme vous le savez fort bien, ce n'est pas des architectes qu'il faut expliquer ça, sont très en avance sur la perception de cette sensibilité-là. J'ai été très frappé de voir que dans la magnifique exposition sur le sublime à Metz, à Pompidou-Metz, il y avait cette œuvre incroyable de Kawamata où on est dedans, on est dessous un élément d'une vague de déchets du tsunami, une très très belle œuvre qui vous oblige précisément à considérer le troisième terme. Dans mon langage, je ne pense pas que c'est le langage qui l'intéresserait lui, mais ce troisième terme de Gaïa, de l'intérieur. Donc une position, vous n'êtes plus en situation de voir de haut. Tout à l'heure, on a eu cette petite discussion sur quelqu'un l'architecte qui se plaignait qu'on lui dise qu'elle voit de haut, alors qu'elle essayait au contraire de voir d'en bas. Et je pense qu'il y a tout un imaginaire de la carte, tout un imaginaire de la cartographie, du dessin industriel, tout un imaginaire dont, évidemment, nous avons hérité grâce à l'architecture depuis la Renaissance, qui est en train de se transformer et que beaucoup d'entre vous, évidemment, explorent. Alors, ce n'est pas de ça dont je veux vous parler. Je voudrais juste, puisqu'on est dans un partage d'expérience, oui, pardon, ça, c'est la chose sur le sublime. Je vous conseille, c'est une magnifique exposition. Mais il y a un élément sur le sublime sur lequel je reviendrai, si j'ai le temps. Donc, il faut prendre toujours... moi, je suis un philosophe pragmatiste au sens de Didier, mais encore plus pragmatiste parce que je ne sais concevoir que des projets, un peu comme, peut-être, si je peux me permettre, comme un architecte. Et donc, le projet sur lequel nous travaillons avec mes collègues depuis maintenant 5 ans, et moi depuis bien plus longtemps, c'est un projet d'exploration de cette reprise, finalement, du globe en terre, ou pour le prendre un autre terme, d'anthropologie des modernes,
Et ce qui nous a intéressés, c'est de le faire selon des médias différents, c'est-à-dire d'essayer de créer une communauté de co-enquêteurs travaillant sur ces questions d'anthropologie des modernes. C'est une expression que j'utilise, je ne sais pas si beaucoup de gens lui attachent de l'importance, disons, tourner le regard anthropologique vers les modernes, ce qui veut dire se réintéresser à la question cosmologique chez les modernes, ceux qui étudiaient les cosmologies des autres, mais étaient supposés n'en avoir pas d'autre que le naturalisme, comme l'a exprimé très bien Didier tout à l'heure. Et dans ce projet, qui ne peut évidemment pas être mené par quelqu'un individuellement, de créer une architecture, un dispositif, une architecture au sens métaphorique, un dispositif d'enquête en testant des médias différents. Alors, je vais passer très vite sur les premiers. Le livre, d'abord un livre d'enquête sur les modes d'existence, un livre qui est assez difficile à lire, je ne recommanderai pas sa lecture, mais il existe, et c'est ça qui est intéressant, sous la forme d'un travail collectif. Le livre, c'est moi qui l'ai écrit, mais le travail collectif se fait à la fois à travers un site, donc c'est déjà intéressant pour ceux qui s'intéressent ici aux publications, aux humanités numériques, puisque c'est un livre qui est simultanément sur le site, complètement gratuit, et en même temps sous la forme d'un livre classique, avec le même designer, la même typographie choisie exprès pour faire ce lien, et évidemment un blog qui est associé à cette affaire. Et dans la version site, on a ce qui est devenu maintenant assez banal, un livre augmenté, c'est-à-dire qu'il y a à la fois toute une série de possibilités qu'on n'aurait évidemment pas eu autrement, c'est-à-dire d'avoir par exemple des conférences qui sont en rapport avec le sujet, marquées dans le livre à gauche, et qui permettent d'aller visiter et se familiariser avec la partie empirique d'un livre dont l'écriture est spéculative au sens de Didier, nécessairement spéculative, mais totalement pragmatique dans la documentation dont la spéculation est extraite. Vous avez là un exemple d'un magnifique interview que j'avais organisé, une conférence que j'avais organisée à Beaubourg avec un des grands spécialistes de l'histoire des mathématiques grecques qui joue un rôle très important dans cette affaire. Mais je n'ai pas le temps de vous l'expliquer. Par contre, ce qui est intéressant, c'est un dispositif, c'est-à-dire que c'est la partie design qui nous a demandé beaucoup de travail est très importante. Mais c'est aussi un dispositif d'enquête, et ça, je crois que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les gens qui travaillent sur les humanités numériques. C'est aussi un dispositif d'enquête, comme on en a vu d'ailleurs tout à l'heure pour des habitants de villes. Les philosophes aussi ont besoin de dispositifs d'enquête. Ici, nous en avons un, une série de face-à-face, de workshops, d'ateliers sur des points très techniques et très précis du travail d'anthropologie des modernes. À gauche, un atelier sur la politique à Londres. À droite, sur les êtres de fiction à Weimar, avec tout un ensemble de collègues praticiens, artistes et spécialistes de l'esthétique. Donc l'idée de construire un dispositif, parce que je crois que cette notion de reprise dont vous avez parlé, dont on a vu exemplifié dans la séance précédente, exige des dispositifs d'enquête collective originale, dans la mesure où la notion même, le geste, disons, moderniste par excellence de création n'a plus aucune espèce de sens, mais le travail d'enquête, grand terme de Dewey d'ailleurs, est évidemment essentiel, mais une enquête, il faut l'instrumenter. Une enquête, ce n'est pas simplement de boire des verres au café. Il faut donc construire ces dispositifs avec quelque chose qui est assez difficile, auquel nous avons beaucoup travaillé dans l'enquête sur les modes d'existence, et d'ailleurs d'éviter l'aspect opinion, et de passer de l'opinion ou de l'avis, du tweet, disons, même si nous avons un excellent tweet, à quelque chose qui est la contribution. Et donc d'amener, je pense que c'est quelque chose toujours, je ne sais pas si ça, on en discutera peut-être, je ne sais pas, c'est d'obtenir un protocole d'enquête assez serré. Il s'agit de collaborer sur un projet scientifique avec des demandes d'expérimentation assez précises, mais de construire un dispositif collectif. Donc, au fond, de partager un dispositif d'observation et d'en organiser la collecte. Alors,
troisième ou quatrième mode, c'est d'essayer de recommencer cette opération. C'est là le projet dans lequel on est. Je pense que quand on parle de projet et d'expérience, il faut toujours parler de ceux qui sont en cours, parce que c'est ceux-là où on est en train de risquer sa chemise, en quelque sorte. Et c'est le seul moyen de comprendre ce que c'est qu'une expérience, c'est qu'on est en risque à l'intérieur de cette expérience. Donc là, c'est le risque d'une exposition. Il se trouve qu'on l'a fait à ZKM à Karlsruhe. Je le signale, Karlsruhe, contrairement à ce que croient les Français, ça n'est jamais qu'à 2h30 de Paris en train, 3h30 de Paris en train. Et c'est près de Strasbourg, ce qui rassure les Français généralement. Et on n'a pas à rentrer dans l'Allemagne mystérieuse. L'Allemagne, toujours comme dans les mémoires de César, quelque chose de très étrange pour les Gaulois. Mais en fait, c'est quand même assez près. Et c'est surtout qu'il y a ce lieu incroyable qui est ZKM, un lieu où j'ai eu l'occasion de faire déjà 2 expositions il y a quelques années. Et en même temps que vous voyez, est assez difficile, c'est assez grand et assez difficile à habiter. Et donc, évidemment, le mode de l'exposition, très différent du mode du livre, du média site, du média face-à-face instrumenté permettant un dispositif, nous intéresse, parce que c'est la comparaison entre les différents médias qui permet de faire résonner ces questions. Et ces questions tournent autour d'un problème qui finalement est assez une métaphore qu'au début on n'a pas trop su comment apprivoiser, la métaphore du reset. Je savais vaguement que reset, c'est ce qu'on a un truc autrefois dans les ordinateurs, on appuie sur un bouton. Je savais que Clinton s'était ridiculisé en disant qu'elle allait faire un reset de la politique russe avec M. Poutine, qui n'a pas eu du tout les résultats escomptés. Mais en fait, reset est un terme tout à fait proche de reprise, d'ailleurs, où le moment de suspension, après vous êtes aperçu qu'il y avait pas mal de choses qui buguaient, soit dans l'ordinateur, si on prend une métaphore de l'ordinateur, et qu'au fond, il ne serait pas inintéressant de revenir, de faire une espèce de mise à plat, on pourrait aussi dire, ou de retraite dans des méthodes de vie, et qui permet ensuite de rebâtir sous une nouvelle forme. Alors évidemment, pour nous, c'est essentiel, puisque l'idée, c'est que cette Terre, ce troisième attracteur Terre, a certaines propriétés communes avec l'ancien globe, certaines propriétés communes avec l'ancien pays, mais il faut faire le test, c'est-à-dire il faut trier propriété par propriété, lesquelles on va garder et lesquelles on ne va pas garder. Et donc cette opération-là exige un espace assez particulier expérimental. Je suis toujours dans le sujet du séminaire d'aujourd'hui, mais dans un médium, en utilisant un médium qui est particulièrement délicat, qui est le médium de l'exposition. Ça, ce sont des préfigurations de l'accrochage avec une très belle œuvre de Tacitadine, et qui cherche à utiliser les visiteurs, je dis bien utiliser les visiteurs, le parcours des visiteurs, pour essayer d'approcher de cet élément de reprise. Et donc, ça, je vous montre ça juste pour vous voyez qu'on n'est pas si loin de choses que nous avons discutées tout à l'heure, entendues dans l'après-midi, c'est-à-dire répétition, transformation, discussion indéfinie pour savoir qu'est-ce que c'est que cet étrange médium qui permet à des visiteurs à se déplacer dans un espace et de participer à une expérience, une installation de pensée. Donc, où il ne s'agit pas simplement d'accrocher des œuvres en fonction de leur qualité esthétique, même si les qualités esthétiques servent toujours à approfondir et à déboussoler le visiteur, mais aussi à suivre un protocole, un dispositif assez précis de reprise. C'est l'expérience que vous avez probablement vécue quand on doit faire un reset, par exemple, d'un téléphone mobile, parce que vous avez appuyé sottement plus de 3 fois en vous rappelant pas votre code, on vous demande de faire toute une procédure. C'est assez compliqué généralement et assez angoissant pour arriver à retrouver votre numéro qui vous permet ensuite de retrouver votre truc SIM, puis ensuite appeler Orange si vous êtes à Orange, etc., etc. Toute une série de procédures. Un moment d'angoisse et d'incertitude. Puis après, une fois que vous avez suivi le protocole, si tout marche bien, de nouveau vous enregistrez des signaux. Donc c'est la métaphore de reprise qui nous intéresse, et c'est là, le reset,
C'est une série de procédures auxquelles on est amené, qu'on est amené à faire parce qu'on n'arrive plus à enregistrer les traits de la situation dans laquelle on se trouve. En gros, les modernes, comme le rappelait Didier au début de son exposé, n'ont pas l'équipement permettant de se repérer dans une situation de crise écologique, de mutation écologique plus exactement, parce que si c'était une crise, on pourrait attendre qu'elle passe. Mais là, il s'agit d'un changement de terre, donc ce n'est pas quelque chose qui va passer. Il faut donc se réorienter les instruments qui permettent d'enregistrer des informations, de calibrer des informations. Et donc, il faut suivre toute la série des procédures et ensuite, on espère que les visiteurs seront de nouveau sensibles à un certain nombre de signaux auxquels ils n'étaient pas sensibles avant. Donc, ce qui m'intéresse dans le médium de l'exposition, c'est à quel point on peut simultanément relativement contraindre les parcours des visiteurs. Il s'agit d'une procédure en 6 étapes, 6 procédures successives, donc c'est assez exigeant. Et à chaque fois, on voudrait rendre les visiteurs attentifs à d'assez subtiles différences dans les œuvres magnifiques qui ont été accumulées et de se rendre attentifs donc à cette différence entre, de façon pour le dire brutalement, globe et terre, disons. Donc c'est comment on fait pour rendre sensible une différence qui est dans les esprits de tout le monde, parce que je crois que tout le monde est en train de se dire mais alors finalement ce n'était pas vers là qu'on allait, vers le globe, mais on va vers autre chose qui n'a pas les mêmes caractéristiques, mais en même temps, la difficulté et la surprise à voir émerger cet être qu'on croyait connaître sous la forme Terre, alors qu'on lui avait donné la forme globe, en fait c'est très compliqué. De se démoderniser, de reprendre la modernisation, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Et donc c'est une attention aux œuvres. Et l'intérêt de ce dispositif, c'est qu'en bas, il y a ici une autre exposition par un très important artiste qui a beaucoup collaboré avec SPIP et avec qui j'ai beaucoup collaboré, qui s'appelle Armin Linke, qui a une exposition au même moment ici, qui utilise la photographie. Ben, je ne sais pas si on vient, je ne sais pas revenir en arrière, qui utilise la photographie, et une autre exposition à côté, dans le deuxième espace, sur un sujet admirable, qui est le Museum of Oil, c'est-à-dire faire une espèce de fiction sur la disparition du pétrole, ou plutôt la visite émue de gens qui voient un musée de ce ancien produit qui s'appelait le pétrole et de la géopolitique qui lui était associée. Donc de nouveau, une exploration d'une terre alternative où aucun des éléments usuels de l'espace de la modernisation, à la fois parce que Armin Linke étudie beaucoup les ruines de la modernisation et parce qu'on a les ruines du pétrole dans l'autre musée. Et donc, les procédures, je ne vais pas vous les faire toutes, parce que ça serait... D'abord, il ne faut pas dévoiler trop l'exposition, mais un des éléments qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe quand on relocalise le global. Thème, évidemment, qui m'est cher depuis le début de l'acteur réseau, mais qui devient de plus en plus important si on doit passer du globe à la Terre. C'est-à-dire que le global, on a parlé plusieurs fois, et avec raison d'ailleurs, de mode de représentation, il dépend énormément des modes de représentation que nous utilisons. Le globe est finalement un thème théologique sur lequel on a surajouté la planète bleue, mais finalement, c'est quand même par hasard. Le globe est un thème, comme l'a montré Sloterdijk dans un livre très important, une façon de faire de la théologie sans le dire. Et donc, quelles sont les procédures qui permettent de relocaliser la carte dans l'atelier du géographe, par exemple? Comment on fait pour se rendre attentive à la fabrication de ces images du globe, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'image du plan masse? Où se fabriquent ces idées de global, qui sont toujours des lieux fermés, clos, à l'intérieur duquel le global apparaît comme une vision, finalement, une vision au sens vraiment théologique et spirituel. Mais le monde dans lequel on est n'est pas un globe. Et c'est cette différence, cette espèce d'involution du globe dans la salle du cartographe. Et grâce à nos amis, on a enfin retrouvé la source de cette image
que j'utilise depuis longtemps, mais j'avais perdu la source. Deuxième procédure qui, évidemment, tous les architectes connaissent parfaitement, puisqu'elle est liée aux techniques du dessin et à cette grande histoire du dessin technique en particulier, avec un magnifique œuvre de Jeff Wall que nous avons obtenu, qui est, disons, qu'est-ce que ça veut dire de dessiner, quelle est l'histoire, cette grande histoire qui date de la Renaissance, que vous connaissez parfaitement comme architecte, et qui a construit un monde où la notion de matérialité a un sens, comme le rappelait Didier Debèze tout à l'heure, alors que la matière, c'est un élément du dessin, qu'il s'agisse de dessin d'un bâtiment ou du dessin d'un fragment de momie comme ici, qui, évidemment, ne correspond pas à l'expérience du monde. Donc, ce qu'a dit tout à l'heure Didier, je crois, est très important, c'est que les pragmatistes sont d'abord des gens qui ont réappris ce que c'est que l'expérience à partir des sciences, mais de sciences qui ne sont pas les mêmes que celles de la grande imagination de l'empirisme. Et donc, si on considère cette œuvre, Jeff Wall n'est pas du tout d'accord avec mon interprétation de son œuvre, mais ça c'est normal, les artistes ne savent jamais ce qu'ils font exactement. Mais c'est quand même pour moi la memento mori de l'empirisme, cette magnifique œuvre. Alors qu'on passe à tout à fait autre chose et que l'engagement dans l'expérience a maintenant de toute autre forme qu'on essaye de représenter dans l'exposition. La troisième procédure m'intéresse beaucoup, d'autant plus que j'ai vu l'exposition de Metz dont je parlais tout à l'heure, qui est qu'est-ce que ça veut dire de se réhabituer à cette notion qui est évidemment essentielle quand on se reterritorialise sur la partie terre, qui est la responsabilité partagée des vivants, qui est un thème quand même auquel on n'était pas complètement habitué dans les périodes modernes. On pouvait se développer en quelque sorte avec une responsabilité qui était de l'ordre moral, qui était une morale humaine. Le poids de la responsabilité écologique, très bien, je trouve admirablement représenté exploré plutôt par l'œuvre de Kawamata, pose un problème redoutable pour la notion de sublime. Le sublime était faisable à condition qu'on soit détaché de la chose que nous regardions comme ce personnage bien connu de Friedrich, regardant ces transformations devant lui, dont il n'est en aucun cas responsable, dans lequel il n'a aucun lui-même, sinon il est, selon la formule classique, admiratif de la grandeur du monde et de sa petitesse, et admiratif de la grandeur de sa conscience et de la petitesse spirituelle du monde, pour prendre les formules classiques de Kant. Mais ce double mouvement, évidemment, n'a plus aucun sens sur Terre, je veux dire sur Gaïa, parce que vous êtes beaucoup trop impliqué dans la chose que vous regardez, et vous n'avez évidemment rien à voir avec la petitesse des forces de la nature, puisque vous êtes vous-même devenu la grande force de la nature, à égalité avec les autres. Quant à la grandeur de votre âme, je vous laisse décider si elle reste encore quelque chose que nous pouvons considérer avec satisfaction en regardant des choses comme les œuvres que nous avons faites. C'est pour ça que j'étais frappé par le titre que vous avez donné à votre conférence, parce que se trouver face à face avec ce que nous avons fait rend le sublime, même la partie un peu perverse d'un sublime néronien, très difficile à maintenir, puisque on n'est ni assez petit ni assez grand, on n'est plus assez petit physiquement et plus assez grand spirituellement pour pouvoir ressentir le sublime, et de toute façon on n'est pas à l'abri. Et donc toute cette configuration qui était possible dans le monde moderne ne l'est plus sur le monde que j'appelle terrien. Les humains pouvaient le faire, mais pas les terriens, si vous voulez. Les humains sont ceux qui habitent le globe, les terriens sont ceux qui habitent la Terre, disons, pour le dire brutalement. Et la procédure qui est évidemment la plus liée au sujet de cette conférence, et en particulier de l'expérience de tout à l'heure, la discussion de tout à l'heure, c'est qu'est-ce que c'est que cette extraordinaire transformation du territoire ? Le territoire 2D fait place maintenant à un territoire 3D, bien sûr ça a toujours été le cas, mais et là vous comprenez peut-être maintenant mieux mon petit triangle et son simplisme, qui n'est pas si simpliste que ça, c'est qu'on est en train de trier dans les définitions qui appartenaient soit au pays, soit au globe, les éléments qui sont attirés, le mot attracteur est important, attirés par cette nouvelle configuration qui est l'appartenance à la Terre. Et non pas la Terre globe. Ce n'est pas du tout un argument écologique, on est tous sur la planète bleue, on est tous et on partage des sentiments communs. Non, la Terre, elle est en lutte, c'est des territoires en lutte.
et des territoires dont la violence, qu'il s'agisse des inondations aussi bien que des prises de terre, ne cesse pas. Et donc c'est cette reconfiguration de la figure de la terre comme territoire en lutte qui nous intéresse beaucoup. On avait même imaginé à un moment de la représenter dans l'exposition par une œuvre qui aurait été quasi celle de Kawabata, mais qui n'aurait plus eu de sens. Et comme vous le savez, et ça c'est un thème très important, je trouve que plusieurs des personnes qui ont discuté tout à l'heure ont signalé, qui est l'importance des modes de représentation. Si nous ne sommes pas un territoire, dans la définition que nous en donnons, c'est quelque chose, c'est ce dont on dépend, et ce qu'on veut représenter. Si on en dépend et qu'on ne peut pas le représenter, ce n'est pas un territoire. Et si c'est un territoire dont on dépend, qu'on peut représenter et qu'on n'est pas prêt à défendre, ce n'est pas non plus un territoire. Donc le territoire, grande notion d'ailleurs de l'éthologie chère à Didier comme à Vinciane Després, reçoit un sens très important parce qu'on ne sait pas le représenter. Autant on sait représenter les territoires 2D sur lesquels on surajoute des couches successives, comme tous les architectes, et c'est à la grandeur de leur métier, savent très bien le faire, autant on ne sait pas représenter des territoires terrestres. Ils ont des formes bizarres. Là, j'ai un exemple très passionnant de l'exploration par bureau d'études qui vient d'en publier toute une série. Je crois que j'ai encore 5 minutes, c'est ça? Ou j'ai déjà passé mon temps? C'est bon? On est bon? On est bon, mais là... Ah oui. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est donc d'étudier... Alors ça, c'est les études vraiment que nous faisons dans l'expo, mais que je fais moi-même. C'est évidemment tout le retour tout à fait stupéfiant de l'intérêt pour le sol. Évidemment, tout le monde s'est toujours intéressé au sol. Vous me direz, oui, mais le sol comme thème à la fois d'art, beaucoup d'expositions, beaucoup d'artistes travaillent sur les sols. Tacitadine, cette magnifique œuvre que nous mettons dans l'exposition, et beaucoup d'autres, s'intéressent à cette question de ce sol qui, soudainement, évidemment, quand on se territorialisait vers le globe, le sol était derrière nous, ce qu'on avait abandonné, puis on s'est retourné, et brusquement, on s'aperçoit que le sol, c'est ce sur lequel nous allons résider pour le reste de notre existence, et que toutes les luttes, tous les conflits vont avoir lieu sur ce sol, et brusquement, on s'aperçoit que ces sols sont menacés, ravagés, détruits, etc. Voilà, ce que vous voyez à droite, c'est un sol que j'ai regardé, étudié et suivi en Caroline du Sud, qui, 80 ans après l'arrêt de la culture du tabac et du coton, a toujours disparu. C'est un sol irrémédiablement disparu. Il faut des dizaines de milliers d'années pour reconstituer des sols. Et donc on a un intérêt nouveau pour le sol, à la fois sa représentation et son épaisseur. Je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant à explorer. On essaye de faire ça cette année avec nos amis de SPIP cette année. C'est-à-dire cette notion qu'on voit des choses en épaisseur, en couches. Mais ce n'est pas des couches qu'on superpose sur une carte 2D. C'est quelque chose d'assez différent et évidemment, malheureusement, assez difficile à représenter. Et du coup, on se réintéresse à toute une série de choses plus anciennes qui avaient essayé, du temps de la synthèse écologique de Paul Duvigneau, par exemple, de représenter cette complexité du sol. Mais le sol revient partout. Même dans l'encyclique du pape, on parle du sol, sujet qui, je crois, n'avait plus jamais été souligné par un pape depuis probablement la Renaissance. Et donc voilà, l'expérience qu'on invite les visiteurs à faire, c'est de se retrouver dans l'exposition sous la forme de co-enquêteurs, en quelque sorte, en étant soumis à ces petites différences, à ces petites variations dans des œuvres qui ont été choisies exprès pour la quantité de contraste qu'elles permettent. Chaque visiteur est équipé d'un petit livre qui est une espèce de field book, comme on l'appelle, c'est-à-dire de carnet de notes d'exploration, disons, et d'essayer de trouver le moyen, on n'a pas encore tout à fait les moyens, trouver le moyen de servir de cette enquête pour approfondir, vérifier qu'est-ce que ça veut dire de faire un reset, c'est-à-dire une reprise de situations qu'au fond sont des situations qui correspond à l'équipement, si vous voulez, avec lesquels les modernes se repéraient relativement bien dans la ligne pays-globe, sauf que le globe, il a disparu, en quelque sorte. Il n'y a plus de terre correspondant au globe qu'on imaginait. Et donc, c'est vraiment un problème d'orientation, vraiment un problème de longitude et de latitude, sauf que les longitudes et les latitudes étaient très bien pour la prise de terre, précisément globe, sur la question
qu'est-ce que c'est qui permet de nous repérer sur le troisième attracteur Terre, on est très perdu. Et donc, un reset me paraît évidemment assez important. Donc voilà l'idée. J'ai choisi cet exemple à cause du titre que vous avez donné, parce que, au fond, l'expérience de ce qu'on appelle tout à fait à tort l'écologie, d'ailleurs, c'est pas du tout cette expérience, on se retourne et on voit ce qui est fait, on ressent ce sentiment de honte, de responsabilité partagée, de culpabilité vague, dont on ne sait pas trop quoi faire, alors qu'en fait, on est en train de redécouvrir une Terre sous le globe, en quelque sorte. La Terre apparaît sous le globe, elle était cachée par le globe, mais elle a des propriétés tout à fait distinctes. Et c'est très frappant de voir que toutes les méthodes, on a parlé beaucoup de notre ami Bouchin tout à l'heure, ou de Kroll en Belgique, toute cette multiplicité d'expériences depuis très longtemps pointe en disant mais non, mais développer, c'est pas ça, faire un projet, c'est pas ça, planifier, c'est pas ça, être un maître d'ouvrage, c'est pas ça, maître d'œuvre, c'est pas ça, parce que tout ça, c'est orienté vers une certaine prise de terre, une certaine définition de ce que c'est, une définition juridique, financière de ce que c'est qu'un sol. Mais c'est pas du tout ça. Un sol a tout à fait des tas d'autres propriétés. Et cette réémergence, alors évidemment avec toujours l'idée que quand on dit ça, on apparaît régressif, comme si on était en train de se reterritorialiser sur le pays devenu terroir, c'est-à-dire une forme évidemment complètement mythique de ce que c'est qu'un pays. Mais non, il ne s'agit pas du tout de régresser, il s'agit de sortir de cette ligne pays-globe, qui est, disons, l'axe de modernisation sur lequel on a vécu pendant 2 siècles, avec l'idée qu'il y avait quand même une Terre qui allait correspondre, une espèce d'infinitisation de cette Terre, qui n'existe pas, tout le monde le sait maintenant. Donc on est suspendu. Et quand vous n'avez plus le signal, quand le signal ne vient plus, it's time for reset. Donc c'est ça qu'on essaie de faire. Je vous remercie.